Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Merci de nous recevoir chez vous à Perspective et Prospective, le Congo, la Renaissance. Aujourd'hui, nous abordons un sujet autour de la rétrospective sur l'actualité congolaise tout à fait récente, une actualité tumultueuse. Et pour en parler, nous recevons Monsieur Félix Bakunda Pelé, que vous connaissez déjà. On va assister, n'est-ce pas, à beaucoup de nos émissions. Monsieur Félix Bakunda Pelé est politologue et consultant, expert international. Alors, sans plus tarder, nous allons accueillir Monsieur Félix Bakunda Pelé. Félix, bonjour. Bonjour, Georges Thomas. Comment ça va? Bien, toi? Ben, ça va très bien, merci. Merci. Et merci d'accepter notre invitation. Et j'en profite aussi de remercier nos téléspectateurs et internautes qui nous font le bonheur de nous suivre ces derniers temps. Alors, sans plus tarder, Félix, l'actualité s'est accélérée ces derniers temps en ce qui concerne le Congo-Brazzaville. Tout à fait. On a entendu parler des Panama Papers. On va en parler. Il y a eu le sommet, on appelait le sommet France-Afrique ou Afrique-France, qui s'est tenu à Montpellier. On va en parler également. On va parler aussi quand même des relations de la France et de l'Afrique aussi. Ce sont des relations qui sont au centre de beaucoup de débats aujourd'hui. Et enfin, nous allons parler aussi d'une date. Une date, nous sommes aujourd'hui le 24. Je pense que les Congolais qui sont attentifs, n'est-ce pas, à l'actualité congolaise, se souviendront des 30 dernières années, se souviendront de cette date-là. Donc, on y reviendra. Alors, voici ma première question. Félix, il s'est passé à Montpellier un sommet assez particulier entre la France et l'Afrique. On connaît la tradition de ces sommets France-Afrique depuis 1973 avec le président Georges Pompidou. Parfait. Et ces sommets se sont passés chaque année pratiquement, si ce n'est 2 ans, à l'intérieur de 2 ans. Mais la nouveauté avec le sommet de Montpellier, c'est qu'on n'a pas eu un chef d'État africain. Aucun chef d'État africain n'a été invité. Donc, Emmanuel Macron fait dans l'innovation. Alors, ma question, c'est simplement de savoir un peu quelle lecture fais-tu, n'est-ce pas, de ce sommet France-Afrique avec la société civile et le président français. Merci pour la question, Georges. Je pense qu'aujourd'hui, on peut voir qu'effectivement, il y a eu beaucoup de débats autour de cette rencontre. Je ne sais pas, il y a des choses que je n'ai pas compris, notamment dans les critiques. Tout ce que nous savons, c'est que traditionnellement, c'était une rencontre entre le président français et les dirigeants africains. Et vous l'avez dit, M. Macron innove. D'autres critiquent effectivement cette innovation en disant que c'est un peu pour mettre la corde au cou auprès de la société civile africaine et que c'est une mauvaise chose. Je dois vous dire tout de suite que ce n'est pas mon point de vue. Je pense que c'était nécessaire et pour tous ceux qui regardaient effectivement ces relations franco-africaines, le lien souvent critiqué effectivement entre le président français et les dirigeants africains, mais également aujourd'hui, je vais dire, disons, l'irruption sur, je vais dire, la scène des relations franco-africaines, disons, d'une jeunesse qui, avec les réseaux sociaux, effectivement, parle, dénonce. Je pense qu'il était temps, effectivement, que l'on dépoussière un peu ces relations franco-africaines. Ce n'est effectivement pas suffisant. Mais moi, je dis, c'est une première fois. C'est une première fois et ça n'engage personne. Donc, de ce point de vue, moi, je pense qu'il était temps et c'est un sommet nécessaire. Pour plusieurs raisons, et je commence notamment par celle-ci. Oui. Je ne sais pas si ceux qui critiquent notamment cette rencontre se rendaient compte que bien souvent, auprès des dirigeants africains, cette rencontre, c'était l'occasion pour écraser, disons, soit leur opposition, soit la société civile africaine, un peu comme pour dire, eh bien, vous pouvez parler,
ben, ceux qui ont droit de citer, ceux qui parlent, ceux qui sont reçus, c'est nous. Et je pense que rien que pour cette raison, on peut se féliciter effectivement de cette rencontre-là. Parce que ça permet effectivement, je vais dire, disons par exemple, je parle d'opinion occidentale, de se rendre compte que, eh ben, la société civile africaine existe. Voilà, même si de part et d'autre, ça n'engage personne, mais c'est déjà un point et je pense que les dirigeants africains, principalement les dictateurs qui faisaient effectivement de cette rencontre une occasion pour taire, une occasion effectivement en quelque sorte pour narguer effectivement leur propre société civile, eh bien, je pense qu'ils ont senti le coup et qu'ils en sont sortis frustrés. Non, je trouve que c'est une bonne chose. Mais Félix, tu ne trouves pas qu'il y a un problème quand même de légitimité qui se pose là, non? Si je te donne cette autre figure-là, un chef d'État africain, par exemple, un chef d'État africain qui convoque la jeunesse française, par exemple, et qui... Oui, j'ai entendu, mais il faut situer ça dans son contexte. Jusque-là, c'était le président français et les dirigeants africains. Jusque-là. Donc, je dis pour une fois, on substitue aux dirigeants africains, eh bien, la société civile. Et pour une première rencontre, je dis bien pour une première rencontre. Donc, c'est une rencontre inaugurale. Je disais depuis très longtemps ceci, cher Georges, que quand on regarde l'histoire postcoloniale, donc des pays africains, il y a eu 60, et puis 30 ans après, il y a eu 90. 90, nous le savons, c'est la bolle. Et nous avons déjà dit que la bolle, c'était une façon d'adapter effectivement ces relations-là par rapport au nouveau contexte. C'était pas forcément comme certains l'ont pensé, disons pour, je veux dire, la démocratie, non. C'était effectivement pour le président François Mitterrand de trouver une autre façon de mieux satisfaire ses intérêts parce que, effectivement, les intérêts, je veux dire, disons la France, parce que, effectivement, il y avait une bonne nouvelle qui était celle, effectivement, de la fin du mur. Donc, on peut penser que 30 ans après, c'est-à-dire donc 90, 2020, nous savons que tout ceci était prévu en 2020, mais que pour la crise sanitaire que nous connaissons tous, tout ce qui était en 2020 était décalé. Il faut d'ailleurs rappeler que jusqu'en 2020, il était prévu une rencontre avec les dirigeants africains et que c'est entre-temps, donc effectivement en raison de ce décalage, que finalement la donne a changé. Bon, donc on se dit que normalement, après 30 ans, c'est-à-dire 60, 90, 90, 2020, eh bien, je veux dire, disons, la donne a forcément changé. C'est d'ailleurs un peu plus vite que cela. Et que, d'une façon ou d'une autre, il se devait de donner un petit coup, disons, dépoussiérage sur ces relations-là. Donc, moi, je trouve que à partir du moment, ça n'engage personne, à partir du moment, ça permet effectivement, en quelque sorte, disons, de faire émerger cette société civile africaine, pourquoi pas? Maintenant, le reste est à voir. Je pense qu'au niveau, par exemple, de l'autorité française, elles avaient besoin de savoir exactement parce que n'oublions pas qu'entre 90 et aujourd'hui, la particularité, c'est l'existence des réseaux sociaux. C'est-à-dire que la société civile existe, elle parle, elle dénonce. Et que c'était une façon, effectivement, de mettre, disons, cette société civile-là, disons, effectivement, disons, je vais dire, disons, en lumière. Donc, pour une première rencontre, moi, je trouve pas particulièrement fondé les critiques qui ont été faites. D'accord. Mais la méthode, là, quand on voit très bien la France, les chefs d'État africains et de l'autre côté, la société civile, il y a une césure là. C'est-à-dire la France, que l'on sait par ailleurs quand même qu'elle a bien marqué l'état des dictatures africaines jusqu'aujourd'hui. Ouais. C'est-à-dire que la France a entretenu des rapports quasi organiques avec ses chefs d'État africains, jusqu'à ce qu'on a vu tout récemment avec cette nouvelle façon que Macron est en train d'instruire quand même. Et donc, je voulais simplement savoir, oui, mais qu'est-ce que cette société civile-là, qu'est-ce que cette diaspora, malgré capitalisant cette rencontre-là, comment est-ce qu'ils peuvent impacter vraiment le changement de la situation en Afrique? Est-ce que, voilà, c'est quand même, on aurait bien pensé peut-être que la meilleure façon soit
les chefs d'État africains, d'accord, un sommet de chefs avec les chefs d'État africains, en incorporant la société civile et aussi la diaspora dans un même mouvement. Ce serait bien, non? C'est une possibilité, mais je pense que pour une rencontre inaugurale, D'accord. je suis sûr que, disons, d'abord, ça marque parce que les dirigeants français, disons, qui viendront après, seront d'une façon ou d'une autre obligés de voir, c'est-à-dire que s'il faut ou non reconduire effectivement cette rencontre-là, parce que ce sera au moins pour, je veux dire, disons, soit les observateurs, soit la dite société civile africaine, une marque, c'est-à-dire qui permet effectivement de classer dans un sens. Donc, je suis sûr que c'est une rencontre inaugurale et puis la suite, je veux dire, va forcément changer. Mais je venais également de dire que, enfin, mais parmi les chefs d'État africains qu'on reçoit, il y en a même qui n'étaient pas élus. Nous savons que la grande majorité n'est pas élue ou n'est pas bien élue. Il y en a qui parfois venaient de faire un coup d'État et puis ils sont reçus. Donc, je ne suis pas sûr que ces dirigeants africains, en parlant effectivement des relations d'État à État, ces dirigeants africains qui, parfois ou souvent ne sont pas élus, bon, soient plus représentatifs que, effectivement, disons, la société civile africaine. Voilà. Donc, moi, je pense que pour une première fois, on peut, disons, uniquement observer et se dire, bon, mais voilà, que la société civile africaine soit invitée, qu'elle s'exprime, qu'elle dise ce qu'elle pense. Et d'ailleurs, je pense que, objectivement, on se rend compte que les jeunes qui sont exprimés ont été directs, ils ont été clairs. Ils n'ont peut-être pas, je veux dire, dans toute la complexité, dit exactement tout ce qu'il faut, mais de façon générale, ils ont montré ce qui les habite. Voilà, on peut discuter sur tel ou tel aspect, effectivement, est-ce que c'est comme ça qu'il fallait le dire? Est-ce que tel thème, voilà, je ne veux pas pour le moment rentrer sur le fond. Oui, c'est ça. Moi j'ai entendu certains, je vais dire, certains dire, oui, retirer les armées françaises qui sont en Afrique, ça peut se discuter. J'ai entendu certains dire, oui, vous avez mis la Libye dans tel état, bon, ça peut se discuter, est-ce que forcément, bon, mais en gros, franchement, sans aller sur le détail de chacune des questions, bon, moi, il y a quelque chose que j'ai remarqué, mon cher Georges, et souvent les Africains ne se rendent pas compte. C'est le réflexe du bouc émissaire. Moi, je ne sais ce que dire. Est-ce que cette ingérence, cette prépondérance de la France, ce n'est pas, je vais dire, l'inertie de l'Afrique elle-même et particulièrement la société civile africaine? Moi, je suis de ceux qui pensent qu'un président français, c'est d'abord et avant tout le représentant et le défenseur des intérêts de la France. Et qu'on ne peut pas demander à un président français comme au président de n'importe quel pays de se faire le défenseur des intérêts africains. Non, c'est le défenseur des intérêts de la France et il vient effectivement pour cela. Et si la société civile africaine, si les dirigeants africains sont honnêtes, sont organisés, c'est à eux de dire, voilà notre stratégie, voilà ce que nous voulons. Et c'est effectivement en confrontant effectivement, je vais dire, disons, les stratégies ou disons l'organisation que l'on veut effectivement, disons, dont on veut user pour la défense, c'est vrai qu'on arrive à un compromis. Mais moi, je constate que bien souvent, les critiques portées, par exemple, disons, contre le dirigeant français, consistent à dire, oui, c'est les intérêts. Mais bien entendu qu'il est là pour les intérêts de la France. Vous allez reprocher effectivement à un dirigeant français de défendre les intérêts de la France, mais c'est à vous de défendre les vôtres et de trouver effectivement la stratégie pour les défendre. C'est cela. Voilà. Oui, Félix, je comprends très, très bien ce que vous dites là. Mais regardons un peu, bon, on va terminer avec ce point parce qu'on a d'autres points qui arrivent. La France est soucieuse, elle le dit ouvertement, elle le dit ouvertement, elle est très soucieuse de la stabilité dans les pays africains. Elle est soucieuse de la stabilité. Et parfois, elle justifie le soutien aux dictateurs pour sauvegarder cette stabilité. Mais moi, je dirais qu'il y a une autre stabilité qu'on peut obtenir par d'autres moyens que par une paix armée, si tu veux. C'est-à-dire qu'on peut laisser les Africains peut-être se cogner entre eux et aboutir à une forme de stabilité beaucoup plus construite, beaucoup plus immanente. Une fois qu'on s'est bataillé au Congo, on a entendu certains responsables politiques dire « Ah voilà, comment il y a une expression là, ils disent que plus jamais cela ».
Hein, plus jamais cela. Une fois qu'on arrive à cette observation, plus jamais cela, ce qui veut dire qu'on s'est battu hier, mais on a compris qu'on s'est battu pour rien, pour briser simplement la nation. Mais maintenant, on va créer une nouvelle configuration des enjeux et de l'enjeu et des enjeux politiques qui va désormais nous éviter d'aller vers cette déstabilisation-là. Voyez? Bon, donc cette France-là qui est soucieuse de la stabilité des pays africains pour ses propres intérêts, il faut le dire quand même, David, pour ses intérêts, parce que des pays européens ont dit aussi, il n'y a que la France qui a ce type de rapport avec l'Afrique. Les Italiens se sont levés, les Allemands se sont levés pour critiquer la France. Tu vois un peu? Donc, ma question, c'est de savoir, quel est ton point de vue là-dessus, hein, surtout sur la recherche de la stabilité. Et je vais te donner encore cet élément pour te donner l'occasion de répondre. Il y a un député français, M. Nadeau aussi, hein, qui était très, très, très critique vis-à-vis de l'approche que Macron a adoptée là. Hein. Sa critique est assez acerbe là-dessus. Oui. Mais les critiques, j'en ai suivi beaucoup. Mais revenons par exemple sur la question que tu soulèves, Georges, la question de la stabilité. Bon, moi-même, je l'ai déjà critiqué. C'est quoi la stabilité quand effectivement les dirigeants qui sont en place, effectivement, torturent puis humilient effectivement leurs concitoyens? Donc, moi, je dis, quand effectivement la société civile est invitée, c'est l'occasion effectivement de le dire de manière peut-être informelle, la plus informelle, mais de manière ouverte, pour dire, mais enfin, mais nous, la stabilité, on la voit autrement. On la voit autrement, c'est-à-dire que, bon, personnellement, j'ai déjà dit, la stabilité, eh bien, on la trouve, on la recherche, on la trouve effectivement dans la démocratie, pas dans le maintien des dictateurs. Je l'ai déjà dit. Hein? Donc, la meilleure façon d'assurer la stabilité en Afrique, ce n'est pas d'entretenir les dictateurs, ce n'est pas effectivement d'installer des dictateurs, mais effectivement d'assurer le respect de la démocratie. C'est mon point de vue. Bon, maintenant, quand la société civile est invitée et qu'elle arrive, bon, c'est en clair, par exemple, de façon plus ou moins confuse, les jeunes gens qui ont parlé l'ont dit à leur façon. Mais il faut bien dire, dans cette rencontre, parfois on oublie de dire, il y a le rapport, effectivement, qu'a déposé Monsieur Achille Bembe. Ça, les gens parlent uniquement de ce qu'on a vu, mais ne parlent pas de ce qu'il y a dans le rapport. Bon, bien entendu, mon point de vue personnel, c'est d'ailleurs qu'il y a beaucoup de choses, effectivement, que lui et Macron, ce sont, je veux dire que le professeur Achille Bembe et Macron sont dit, mais qui ne sont pas aussi dans le rapport. Parce que je pense que on ne connaît pas tous les dessous, effectivement, disons, de cette rencontre. On ne les connaît pas tous, parce que la rencontre, disons, a été précédée d'ailleurs, disons, par, la rencontre, disons, de Montpellier était précédée par des échanges entre le président Macron et, disons, Achille Bembe. Quand je dis Achille Bembe, c'est pas lui seul. Il y a eu quand même une équipe derrière lui. Bon, donc, je pense qu'il y a des choses qu'on trouvera dans le rapport qui répondent effectivement à certaines critiques. Il y a ce qu'on ne trouvera pas dans le rapport, mais qui existe, mais ce qui est vrai. Ce qui est vrai, Georges, et on ne peut pas ne pas le dire entre nous, même si je veux dire ce sous-jacent, la réalité est que le président français se rend compte que, eh bien, je vais dire, disons, les relations, je vais dire, disons, traditionnelles que la France a eues avec, disons, les dirigeants de la France, les dirigeants africains, et principalement avec l'Afrique, sont des relations obsolètes. Ça, tout le monde le voit. Hein, qu'il est temps que ça change. Maintenant, comment le faire? Moi, je pense que c'est dans le comment faire qu'il a invité effectivement cette société civile. Bon, les gens peuvent dire, hein, tout ce qu'ils peuvent dire en ce qui concerne, par exemple, je vais dire, disons, la proximité de l'élection présidentielle française. Bon, je trouve personnellement que c'est une façon également d'insulter notre propre intelligence. Est-ce que, je vais dire, disons, les Africains ne sont pas mûrs pour savoir que il y a un peu de stade et autre chose. Je ne suis pas sûr que les gens vont se dire, je parle de la diaspora notamment, va se dire qu'on va aller voter Macron uniquement parce que effectivement il a. Je ne suis pas sûr que la diaspora africaine soit aussi légère que les gens le pensent. Donc je dis, le sommet a eu lieu, il était temps qu'il ait lieu, il était temps qu'effectivement on entende cette société civile africaine, l'organisation des forums. Je suis convaincu que on le fera dans l'avenir, pas forcément de cette forme, mais il y aura d'autres formes de le faire. Mais également, je dis, c'est l'occasion pour nous-mêmes de nous dire, est-ce que nous sommes suffisamment armés dans la stratégie qu'il faut? Moi, personnellement, je ne cesse de dire, la force de la France dans ses relations, c'est également l'aveu de la faiblesse de l'Afrique
de la société civile africaine, de l'élite africaine dans la stratégie de défense de ses intérêts. Voilà, je répète, on ne peut pas demander aux dirigeants d'un État de se targuer en défenseur de vos intérêts. C'est à vous-même de les défendre et effectivement, à partir des prétentions de l'une de l'autre partie, vous dites, ben, on trouve un compromis, mais on ne peut pas, je veux dire, utiliser des boucs émissaires et tu es en train de dire que, ben oui, la France, je dis non. Franchement, c'est pas ma lecture. Voilà. Très bien. Je comprends très bien. Donc, en fait, c'est une façon aussi de reconnaître quand même l'influence déterminante que la France, historiquement, a sur les pays africains. Il faut le reconnaître quand même aussi. Et aussi reconnaître que c'est une brèche. On peut faire la critique est la bienvenue, certainement. Il faut laisser les gens critiquer. La critique, ça élargit l'espace de compréhension des choses, de la complexité des choses. Et puis, ben là, c'est une brèche qui est ouverte, certainement. Et je précise ceci, cette brèche ouverte dépendra du génie, de la stratégie et, je vais dire, disons, des rapports de force que la société civile africaine qui vient d'être mise en lumière, on fera. Voilà. Je dis ceci. On critique souvent la manière dont les indépendances ont été octroyées pour dire que c'est une façon d'arrêter net l'élan, je vais dire, disons, de revendication de la liberté par notamment l'élite africaine. Mais c'était pas fatal. C'était pas fatal. Moi, je pense que ce qu'il faut se dire, c'est ceci. Bon, il y a eu 60. Aujourd'hui, on peut admettre, globalement, c'était raté. C'est-à-dire que l'élite africaine n'était pas prête. L'élite africaine n'était pas, je vais dire, disons, bien munie pour profiter de cette brèche-là. Il y a eu la brèche de 90. Globalement, c'est également raté. C'est également raté. Je disais, il n'y a pas longtemps, il y a un mois où j'étais interviewé par M. Perrin que, en fait, on est revenu casse départ. Et nous savons, pour tous ceux qui ont l'habitude de regarder les critiques, effectivement, que l'on fait à l'Afrique, c'est de dire, le plus souvent, l'Afrique rate toujours le coche. Mais là, c'est, je vais dire, une brèche, tu as bien dit, c'est une brèche qui a été ouverte. Mais quand on ouvre une brèche, ça peut aller dans tous les sens. Donc, c'est à nous de dire, oui, maintenant qu'il y a une nouvelle possibilité, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, ne disons pas toujours que, oui, c'est à cause de l'autre. Mais disons, nous-mêmes, c'est peut-être à cause de nous aussi. Et en l'acceptant là, en faisant notre introspection, on s'arme. On s'arme pour dire, cette fois-ci, écoutez, bon, voilà ce que l'on va faire. Je me permets de dire une chose, par exemple, parce que moi, Georges, je le répète ou je ne le répéterai jamais assez, le poison, le piège essentiel de l'Afrique, et là également, nous le vérifions dans tout ce que nous vivons en Afrique, c'est le président africain. Parce que chaque fois, quand je suis en train de regarder ce qui va se passer au Mali, disons, en Guinée. Mais enfin, le président africain de façon générale est très, très, très fragile dans les relations internationales. Parce que il a toujours besoin de rechercher la légitimité de la France pour pouvoir, effectivement, je vais dire, fonctionner. Quel que soit, effectivement, son degré de, je vais dire, disons, de patriotisme ou pas, on a l'impression que même quand on est élu, je vais dire, bien élu, légalement, je vais dire, légitimement élu et installé au pouvoir, il faut rechercher une autre légitimité et c'est même la plus déterminante quand on a, c'est-à-dire celle de la France. Ça donne une idée pour dire, mais enfin, est-ce que cette institution est adaptée? Moi, j'ai tendance à penser que malgré tout ce que l'on fera, tant que nous fonctionnerons avec ce modèle-là, nous allons avec un gros handicap. Nous allons avec un gros handicap. Donc, ça montre que nous n'avons pas suffisamment réfléchi sur la stratégie, que nous ne sommes pas suffisamment armés, que nous n'avons pas suffisamment tiré les leçons. Donc, 60, 90, ça a été globalement dératé. Ça arrive donc 2020, au lieu de dire, un instant, maintenant qu'il y a une nouvelle brèche, qu'est-ce que nous faisons? Qu'est-ce qu'on fait? On réutilise, on ramène encore, disons, la théorie du bouc émissaire pour dire, c'est la France, c'est la France. Non, c'est pas mon point de vue. Voilà. Oui, mais je vois très bien, parce que la critique, quand on écoute les médias, sur les médias sociaux, elle est très féroce parfois. Alors, donc, c'est avoir la grandeur, je pense, si on se cabre un peu sur la notion de la brèche dans une relation dont on sait très, 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 a trop marqué les pays africains jusqu'à aujourd'hui. Alors, ce serait peut-être aussi bien d'aller dans cette forme de constructivisme. Ce constructivisme qui
demanderait aux sceptiques, ceux qui portent la critique féroce, de se rapprocher de ceux qui étaient avec Macron pour essayer de voir un peu l'ensemble des stratégies et prendre, n'est-ce pas, capitaliser cette occasion où la jeunesse africaine s'est exprimée et s'est très bien exprimée en apportant, n'est-ce pas, des éléments du discours et de la discussion qui, évidemment, sont au creux, au centre, n'est-ce pas, des préoccupations qui sont les nôtres. D'autant plus que la rencontre a eu lieu. Et nous connaissons, d'habitude, la sagesse dit, à quoi bon pleurnicher sur le lait renversé? La rencontre a eu lieu. Et que, elle a eu lieu, premièrement, elle n'engage personne. C'était une rencontre. Et ensuite, je dis ceci, il n'y a pas de fatalité. De la même façon qu'il n'y avait pas de fatalité pour 60 ou 90, il n'y a pas de fatalité pour Montpellier, pour la rencontre, la toute dernière rencontre. Donc, je dis, c'est une brèche qui est ouverte. Tout dépend de ce qu'en feront les Africains, la société civile africaine. Voilà. Selon leur génie, selon effectivement leur savoir-faire, selon les rapports de force qui seront créés, eh bien, effectivement, ils peuvent donner une orientation autre que celle que, par exemple, qu'on lui souhaite. Voilà, donc c'est ce que je dis. Voilà. C'est ça. Oui, on va. Félix, on va. Voilà, je termine, pardon. Si Macron qui lui est venu avec une stratégie, écoutez, la société civile africaine, les Africains de façon générale, n'utilisent pas, disons, cette brèche, effectivement, pour atteindre ce qu'ils veulent, ils ne peuvent s'en prendre qu'à eux-mêmes. Ils peuvent s'en prendre qu'à eux-mêmes. C'est une brèche qui est ouverte et on peut tout y mettre. Voilà. Donc, moi, j'invite tous les Africains à se dire, ça y est, le forum a eu lieu, la rencontre a eu lieu. Au lieu, disons, de critiquer, essayons effectivement, à partir de là, dire, mais voilà, pour la prochaine, par exemple, on n'a pas dit qu'il y aura, disons, une prochaine fois. Voilà, on ne l'a pas dit. Donc, il peut se dire, nous, battons-nous pour une prochaine fois, pour une prochaine rencontre. Et puis, voilà, utilisons effectivement cette rencontre pour introduire des éléments qui n'ont pas été débattus, pour dans la forme, effectivement, introduire des nouveautés, pour dans le fond, effectivement. C'est ça. Mais pourquoi commencer par dire non, voilà. Il y a quelque chose, par exemple, que moi, je me dis, les gens qui critiquent n'ont pas regardé. Est-ce qu'il se pose la question de savoir dans quel état d'esprit peuvent se retrouver les dictateurs africains qui utilisaient ces rencontres effectivement pour écraser leur propre position? Quand ils voient effectivement, je veux dire, une partie de l'élite africaine elle-même en train effectivement de tirer à boulet rouge sur cette rencontre, ils se disent, voilà, nous n'avons même pas à critiquer, laissons effectivement l'élite africaine elle-même effectivement se contredire pour démontrer que, parce que les premiers déçus, c'était les dictateurs africains. Donc, quand ils voient effectivement une partie de l'élite africaine elle-même en train de tirer sur ce sommet, je me dis, voilà, le tour est joué. Donc, moi, je trouve que c'est pas la bonne façon de faire. Franchement. Oh, c'est très bien, c'est très clair, hein. Moi, je note la brèche qui a été ouverte et dans laquelle les Africains, d'une manière générale, devaient s'engouffrer pour porter, n'est-ce pas, leur doléance. Et puis, pour terminer ça aussi, je m'en voudrais de ne pas évoquer cela. On se rappellera quand même quelques années en arrière, un certain François Hollande, qui, mordicus, discours de Dakar sur les traces de Sarkozy, il est venu à la rectification, a déclaré clairement que évidemment il n'y aura aucun soutien, n'est-ce pas, aux dictateurs, et sa pensée, ça nous a poussé à espérer, hein, surtout pour le cas du Congo-Brazzaville, et quelque temps après, voilà, c'est le même François Hollande qui sert du, écoutez, Sassou Nguesso peut changer la constitution, mais il appartiendra au peuple, aux populations de répandre. Tout à fait. C'est bien plus grave que ce que tu dis là, Georges. Moi, j'ai suivi, disons, la campagne présidentielle de Hollande en 2012. Le 30 avril 2012, à Bercy, Hollande dit ceci. C'est-à-dire, c'était une semaine avant le deuxième tour. Il dit ceci, c'était un dimanche. Et la prochaine élection, c'est-à-dire le deuxième tour, devait avoir lieu le 7 mai. Il dit exactement ceci. Le 7 mai sera une mauvaise nouvelle pour les dictateurs. C'est lui qui le dit, exactement comme tel. Et on se dit, enfin, on espère que c'est pas comme par le passé où c'est des bons mots qui sera conséquent.
Et s'annonce donc le sommet de Dakar, il faut bien le dire, parce que tout juste avant le sommet de Dakar, il y a eu le président Compaoré qui est renversé. Et donc, le président Hollande saisit cette occasion, effectivement, pour tirer je suppose, effectivement, le dossier qu'il avait dans le tiroir pour dire, il faut se saisir de cette occasion, effectivement, pour aller marteler ce qui est un aspect, effectivement, de mon programme dans ce qui concerne donc les relations France-Afrique. Avant d'arriver à Dakar, devant RFI et France 24, il dit exactement que, à bien voir, et c'est pas par hasard que quand tu dis que c'était particulièrement les Congolais avaient les reins se réjouir, on avait l'impression qu'effectivement, tout était essentiellement focalisé sur le Congo, puisqu'il disait bien que ceux qui ont effectivement, disons, atteint l'âge, disons, limité par la conscience, ceux qui ont fait leur mandat, le Congo, honnêtement, objectivement, n'était pas clairement visé. Donc, il le dit d'abord en France, et quand il arrive, disons, à Dakar, il le martèle. Il le martèle. Et nous savons d'ailleurs que, pour ne rien cacher, je veux dire, disons, notre despote à nous n'a même pas terminé, effectivement, le sommet. Il est parti avant, pour montrer à quel point, effectivement, il se sentait indexé, même s'il y a eu d'autres, le président Nkurunziza et bon nombre de dirigeants africains qui n'étaient pas d'accord. Mais, en fait, lui, il se sentait particulièrement visé. Et quand arrive, effectivement, disons, le 21 octobre 2015, il change effectivement de discours en disant le président Sassou Nguesso peut effectivement consulter sa population, etc., etc. Bon, voilà. Non, ça a été bien plus grave. Le président Hollande termine son dernier voyage en Afrique entouré des pires dictateurs. Au mois de janvier 2007, le dernier voyage en Afrique, il le termine entouré des pires dictateurs, puisqu'il avait à ses côtés Sassou Nguesso, Ali Bongo, etc. Bon, voilà. Donc, et puis, le fils Eyadema. Bon, donc, ça, je pense que de lui-même, je ne sais pas comment est-ce qu'il le voit, mais enfin, ça a été effectivement, je vais dire, disons, la pire démagogie d'un dirigeant. Bien, bien. Merci Félix pour toutes ces explications. Bon, passons, il y a un autre sujet qui a défrayé la chronique ces derniers temps. Nous avions connu par le passé, les Panama Papers, les Paradise Papers. Nous avons connu, toujours en rapport avec le Congo-Brazzaville, beaucoup de scandales financiers impliquant les responsables politiques congolais. Et voilà qu'il y a eu dernièrement les Pandora Papers. Les Pandora Papers, où le président congolais Denis Sassou Nguesso a été directement cité, directement impliqué, avec définition claire et nette de cette criminalité portée par le président congolais, entre guillemets. Mais ce qu'on a constaté aussi, c'est vrai que ce n'est pas seulement le Congo qui est impliqué, c'est le monde entier. Il y a beaucoup de responsables dans le monde entier qui ont été impliqués. Alors, le constat que je fais, c'est que de ces responsables politiques et non politiques impliqués, qu'on a cités nommément, personne ne s'est levé pour démentir quoi que ce soit. Et curieusement, seul le Congo-Brazzaville, au très haut niveau, est sorti pour critiquer et aller jusqu'à menacer de poursuites judiciaires. Une chaîne de télévision des plus sérieuses en France, France 2, qui après quand même des résultats d'une enquête sérieuse d'un consortium de journalistes qui ont la déontologie de leur métier, qui ont les méthodes les plus sophistiquées pour aller soulever les écorces des arbres et trouver ce qu'il y a là-dessus, et qui tranquillement font leur rapport. Et voilà le Congo-Brazzaville, par son ministre chargé de la communication et porte-parole, Mongala Thierry, et le président ou le chef du PCT, M. Iloki, sont sortis pour proférer carrément des menaces. Alors qu'ailleurs, au Chili, le président qui a été cité aussi, il est pris à partie par sa population aussi. Le président Kenyatta, de l'autre côté, a reconnu aussi et dit prendre des mesures par rapport à ça. Alors, je ne veux pas trop en parler,
Je voudrais t'entendre là-dessus, Félix. Je voudrais d'abord dire ceci, Georges. Évidemment, je suis beaucoup l'actualité congolaise sur ces questions-là. Moi, quand j'ai d'abord entendu, disons, cette affaire de Pandora Papers, je me suis dit, ça m'étonnerait que le Congo n'y soit pas. Et puis, évidemment, ça a été confirmé. De fil en aiguille, j'ai pensé à autre chose d'abord. L'année 97, un journal, un hebdomadaire français, aujourd'hui disparu, qui s'appelait L'événement du jeudi. Dans un numéro du 12 au 19 mai 97. Ce numéro de l'événement du jeudi. Dans les bibliothèques, on peut encore le trouver. Ce numéro dit ceci, que M. Sassou Nguesso avait 1,2 milliard de francs français. On était encore en francs français. Autrement dit, 120 milliards de francs CFA dans les banques françaises. 120 milliards de francs CFA. Et en fait, moi, quand j'ai entendu ce montant, donc on dit 150 millions de dollars ou d'euros, je ne sais plus très bien. Moi, c'est à ça que j'ai pensé. Donc, je me suis dit, mais ça se recoupe. Est-ce que parce que nous sommes en 90, on a bien précisé, 28 août 98, donc à peine, en gros, un an après être arrivé au pouvoir. Dans les conditions que nous connaissons. Voilà. Donc, je me dis, il y a quelque chose, effectivement, disons, qui permet d'établir un lien entre ces moyens dont on disait que se trouvaient. Alors, je me rappelle que c'est dans les banques françaises, dans les banques occidentales, je ne sais pas, mais le montant, lui, ne souffre pas d'équivoque, c'était l'équivalent de 1,2 milliard de francs français, c'est-à-dire 120 milliards de francs CFA. Bon, tu dis bien l'événement du jeudi du 12 au 19 mai 1998, c'est bien cela, hein? 1997. Oui, mais il faut donner ces références là pour nos auditeurs qui soient capables d'aller remonter jusque-là. Hein. Voilà, EDJ, je sais, je suis juriste, donc je sais qu'effectivement, non, je l'ai déjà cité ailleurs. Voilà, notamment, disons, pour la critique que j'avais faite à l'endroit, effectivement, de Monsieur Henri Lopez, je me permets de dire qu'il faisait quand même l'apologie du coup d'État dans l'interview qu'il avait donnée, en disant, ben oui, j'aurais tout excusé à M. Bissouba sauf la corruption. Et je lui avais répondu en disant, mais enfin, vous parlez de corruption, mais enfin, je veux dire, vous avez le droit effectivement de critiquer, mais vous ne parlez pas de ça. Hein? Vous ne parlez pas de ce qu'a publié donc l'événement du jeudi. Donc, je citais ce montant-là. L'événement du jeudi du 12 au 19 mai 1997, où effectivement on disait que M. Sassou Nguesso avait 120 milliards de francs CFA dans les banques françaises ou occidentales. Là, effectivement, enfin, c'était 120 milliards de francs CFA. Bon, donc, il y a ça, il faut quand même le dire. Donc, pour dire. Et précisons à l'occasion des Pandora Papers que, ben oui, RFI a précisé que ben ils vont faire des révélations beaucoup plus édifiantes encore. Donc, je pense que nous ne sommes pas, effectivement, au bout de l'épisode. Voilà, qu'il y a d'autres, effectivement. Enfin, ça, nous le savons. Nous savons quand même, moi, je ne cesse de dire, je ne cesse de répéter, mon cher Georges, que les seules réussites de M. Sassou Nguesso se résument en 3 industries. C'est l'industrie du pillage, l'industrie du crime, l'industrie des empires de valeur. Ça, tous les Congolais savent. Donc, aujourd'hui, bon, voilà, très sincèrement, peut-être au niveau de l'opinion internationale, ceux qui ne connaissent pas le pays peuvent s'en étonner, mais nous savons que le but premier, disons, de Sassou en arrivant au pouvoir, en dehors effectivement du pouvoir lui-même, c'était effectivement les sous. Je rappelle, je vais dire, disons, son propre point de vue, parce que ce qui frappe effectivement à la suite de ces événements, c'est quoi? C'est le déni, disons, de Sassou Nguesso, vous l'avez dit, avec son ministre de l'information et de la communication, je ne sais pas comment on l'appelle. Le déni, voilà. Systématique, bon, donc, systématique, le déni systématique. Déni systématique. Ils sont dans le déni systématique, oui, allez-y. Donc, Georges, le 7 mai 2020, M. Sassou Nguesso a interviewé à France 24 par France 24 et RFI. Et on lui pose la question notamment de l'argent destiné aux hôpitaux qui auraient disparu et Sassou Nguesso, avec effectivement, disons, l'aplomb qu'on lui connaît, dit pas un seul sou n'a été détourné, pas un seul sou. Nous savons également que quand il y a eu
ces affaires, notamment, disons, des disparitions, disons, de nos compatriotes du Beach. Monsieur Sassou Nguesso dit non, 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 il n'y a pas de disparu du Beach. Qu'il n'y a pas eu de disparu. La première réponse des gens sont faits, il a dénié. À ce moment-là, c'était un autre ministre de la communication, je pense que c'était monsieur Ibovi, oui, c'est ça? Ibovi, François Ibovi, ouais. Voilà, c'est le déni. Donc, quand on regarde, je vais dire… sans te couper, puisque tu mentionnes, je pense que il faut que qu'on prenne l'habitude de nommer ces gens-là, qui ont eu des responsabilités. Là, tu parles de M. François Ibovi. C'est bien lui aussi, à une époque, qui disait qu'on va pourchasser les gens jusque dans les caniveaux, jusque dans les chiottes. Tout à fait. Je viens de parler de M. Lopez. M. Lopez dit, du temps où nous étions au pouvoir, nous sommes en 99. 4 mois après, disons, l'éclatement de l'affaire des disparus du Beach. Donc, 8 mois après, disons, les événements de décembre 2018 à la Congo. 14 mois après le fameux coup d'État qui a ravagé, effectivement, disons, notre démocratie naissante, M. Lopez fait l'apologie du coup d'État et du crime. Il dit, de notre temps, il n'y a jamais eu cela. Donc, il justifie le coup d'État. Il dit, de notre temps, nous étions au pouvoir, c'est impossible. Il dit, je pouvais tout pardonner à M. Dessouba, sauf, disons, la corruption. Voilà. Bon, donc, alors que, un an avant, donc je dis bien un an avant, l'interview, lui, il la donne effectivement, disons, en août 99, dans Afrique internationale, numéro 326, je précise bien, juillet-août, c'est un numéro double, juillet-août 1998, donc numéro 326. Lui, il dit de notre temps, cela n'a jamais existé. Et moi, je lui rappelle effectivement cette information de l'événement du jeudi pour dire, mais enfin, 120 milliards de francs CFA, ce n'est pas rien. Mais en même temps, il va soulever, il parle, disons, des disparus de 65. Je lui dis, mais enfin, mais là, nous sommes, disons, il y a des disparus du Beach. Il y a effectivement le dizaine de milliers, de façon pour plus, ça lui-même dit que c'est au moins 10 000 morts qu'il y a eu par rapport, effectivement, aux événements d'octobre 97. C'est lui qui le dit. Voilà. Et bon, il venait donc d'arriver, entre-temps, les événements qui sont par Congo en décembre, disons, 2018. Décembre, disons, 98. Et là, 4 mois auparavant, il venait d'éclater à faire des disparus du Beach. Monsieur Lopez n'hésite pas à faire l'apologie du coup d'État et du crime. Voilà. Donc, je dis déjà, dès ce moment-là, on est dans le déni parce que lui-même, il précise, M. Lopez dit que c'est le président qui m'a donné la mission. Il le dit dans l'interview que l'on peut aujourd'hui trouver sur Internet, puisque la dernière fois que j'ai rappelé cette note critique que j'avais fait à son endroit, j'ai joint effectivement le journal, effectivement, disons qu'il avait diffusé. Donc, la particularité du système français, le système congolais, du système politique congolais, avec effectivement, je vais dire, disons, ces lieutenants, avec effectivement, disons, ces chargés de communication, dont ceux que je venais de citer, c'est le déni systématique. Et on peut multiplier, on peut aller plus loin si l'on veut. Et donc, qu'est-ce que moi je constate? Mais ça veut dire que même sur les points sur lesquels par le passé on accordait du crédit à M. Sassou Nguesso, notamment sur l'affaire de Marien Gbagbo, aujourd'hui on peut se poser des questions. Oui, pendant que nous y sommes, ouais. On peut se poser des questions. On se rend compte que le mensonge sur lui est systématique. OK, voilà. Voilà, c'est un mensonge systématique que même sur des aspects sur lesquels nous lui avons, enfin, je veux dire, personnellement, moi, je me suis toujours dit, il est possible qu'il l'ait fait parce qu'il a montré quand même sa nocivité, sa toxicité, mais je n'avais pas de preuve. Aujourd'hui, quand je vois que nous avons tous suivi, effectivement, je vais dire, disons, l'interview à sa gloire faite par François Soudan sur, effectivement, la vie et le pouvoir, je pense que c'est comme ça que c'est intitulé, la vie et le pouvoir. Voilà. Et il lui pose la question et droit dans les yeux, il dit non, c'était mon ami, c'était mon frère, mais voilà, tout. Donc, il fait là également le déni. On peut se poser la question. C'est le corollaire de son déni systématique. Voilà. C'est un régime sans foi ni loi. Il est sans foi ni loi lui-même, il dénie tout. Et à partir du il dénie tout. Enfin, tu l'as dit, Jean. Donc, en fait, le mensonge est bien ancré tout à fait. au centre de la pratique du pouvoir. S'ils sortent de ce mensonge-là, ils signent leur arrêt de mort. Tout à fait. Tout à fait. C'est comme ça qu'on peut le dire, finalement. Aujourd'hui, on peut se rendre à l'évidence, le mensonge politique, le déni systématique fait partie du système politique congolais.
et qu'on ne peut pas s'arrêter là. Personne, à ma connaissance, je l'ai dit, personne parmi tous ceux qui ont été cités par le rapport, effectivement, Pandora, personne n'a dénié, sauf le pouvoir congolais. Et il menace toujours systématiquement, il menace de porter plainte, mais ne porte jamais plainte. Voilà. Il menace toujours. Moi, je me rappelle, notamment sur la question des biens mal acquis, dans l'ouvrage de François-Xavier Verschard, Noir Silence. Mais il citait déjà, effectivement, y compris d'ailleurs le journal, l'événement du jeudi dont je venais de parler, il citait déjà, effectivement, je vais dire, disons, il faisait état, disons, des montants accumulés, détournés par M. Sassou Nguesso. Et à ce moment-là, les 3 présidents avaient déjà menacé de porter plainte. Mais ils n'ont jamais dit la suite, hein, parce qu'ils avaient déjà porté plainte. Voilà. Ils n'ont jamais dit la suite. Voilà. Donc, c'est ça. Donc, aujourd'hui, on sait que, bon, de toute façon, ça n'a trompé personne, hein, nous en parlons seulement comme ça. Je pense que tout le monde a compris que Sassou Nguesso est bel et bien, disons, dedans, dans cette affaire-là, ça souffre pas d'équivoque, et qui nous démontre aujourd'hui, pour donner un peu de crédit au déni systématique qu'il a fait juste depuis qu'il est au pouvoir, ben, qu'il porte plainte, effectivement, contre le consortium qui a mis, effectivement, cette affaire à jour. Mais nous savons que ça ne viendra jamais. Mais bon, Félix, toujours pour aller un peu, pour avancer, on va aller vers la fin de notre entrevue. Mais c'est curieux quand même, hein? Qu'est-ce qui nous reste des institutions à la dimension africaine? Comment peut-on imaginer que l'Afrique ait été inerte par rapport à tout ce chambardement-là, tout ce bombardement d'informations qui ont quand même secoué pas mal de gens, de citoyens africains en tant que tels. Et pourtant, on pouvait se dire, mais écoutez, au niveau régional ou sous-régional, on pouvait avoir des institutions qui pouvaient réguler quand même un certain nombre au niveau des nations, non? Qu'est-ce que tu en penses là? Mais Georges, on a souvent dit que l'Union africaine, par exemple, c'est le syndicat des dirigeants africains. Chefs d'État, des dictateurs. Bon, moi, personnellement, j'ai toujours dit, mais est-ce que les gens se rendent compte que l'Union africaine est plus présidentialiste que les États africains? L'Union africaine, cette institution est plus présidentialiste, c'est-à-dire que c'est beaucoup plus contrôlé par les dirigeants africains que ceux-ci ne contrôlent leur propre État. Sinon, Georges, on l'a dit dernièrement, il y a un petit mois, j'ai offert effectivement une interview sur la question de la recrudescence des coups d'État en Afrique. Et on constate que les dirigeants africains, quand ils font effectivement des coups d'État conventionnels, l'Union africaine ne dit mot, ou presque. Quand ces dirigeants, disons, arrivent par la force, ça ne dit pas grand-chose. Même les dirigeants africains n'ont même compris que, enfin, je vais dire, disons, les putschistes ont compris que, oui, ils vont critiquer 1 semaine, 2 semaines, et après, ben, ça va passer. Bon, donc, je dis ceci, Georges. La question de Pandora Papers, c'est également une autre démonstration. Parce que c'est beau, disons, de critiquer la France sur ceci, cela. Ben oui, je dis, mais les montants, en ce qui concerne, par exemple, Sassou Nguesso, sont astronomiques. 150 millions de dollars, je veux dire, de 150 millions de dollars par an et pendant 18 ans. Wow. Pendant 18 ans. Pendant 18 ans. C'est-à-dire, à peu près, disons, soit 75, oui, c'est ça, oui. Donc, oui. 100 milliards de, si c'était en euros, je me rappelle si c'était en euros, en dollars. Si c'était en euros, ça veut dire 100 milliards de francs CFA par an. Si c'était en dollars, ça veut dire à peu près donc 75 milliards. C'est énorme, genre. 75 milliards par an, multiplié par 18 ans. Mais on a tous les problèmes résolus là. Absolument. Donc, ce n'est pas, je vais dire, disons, un détail. Et quand on regarde que devant cette situation, ni les organisations sous-régionales africaines du genre, disons, la CEAC ou, disons, la CEDEAO, ni l'Union africaine ne disent mot. Mais nous avons là, effectivement, je vais dire, la cause de nos problèmes. Sur les vrais problèmes, les institutions africaines sont le plus souvent inertes. Alors que c'était l'occasion de dire, ben, écoutez, ça vient d'arriver, ben, ça vient de tomber, qu'est-ce qu'il faut faire? Oui. Donc, mais est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est vrai, Félix? Est-ce que c'est vrai? On l'entend souvent, mais toi, vu ta position, tu peux nous donner peut-être la bonne information. On a entendu dire que l'Union africaine était financée par l'Union européenne. Tout à fait. Or,
Bon. Ah oui, c'est vrai. Comment c'est possible? Ah oui, oui, disons, une partie, effectivement, du budget de l'Union africaine, effectivement, disons, vient de l'Union européenne. C'est tout à fait vrai. Ah ouais. Voilà. Ah oui. Oui, donc, ce que ça signifie, ce que ça implique. Quand on sait que la main qui donne, c'est effectivement celle qui contrôle. Oui, bien entendu, il y a une partie, effectivement, qui vient des États africains, mais une grande partie vient, effectivement, de l'Union africaine. De l'Union européenne, pardon. Voilà. Voilà. Donc, face à tout ça, Félix, on va vers la fin. On a encore abordé un point sur la date du 24 octobre. Bon, perspective et prospective. Donc, face à une telle situation, est-ce qu'il y a espoir? Est-ce qu'il y a espoir? Où se trouve l'espoir pour les Africains? Parce que si l'Union africaine, quelque part, est financée par l'Union européenne, et on sait très bien que beaucoup de nations européennes, évidemment, maintiennent leur économie sur l'exploitation des pays africains, et notamment surtout la France, mais les autres également aussi. Bon, est-ce que vraiment on va se défaire de cette... Georges, c'est une question importante. Je dis, nous marchons sur la tête, Georges. Nous savons tous que ce n'est pas l'argent qui manque. Je pense que si les dirigeants africains sont conséquents, l'Union africaine peut être totalement financée par les États africains. L'Union africaine peut être totalement financée. Mais on peut dire si on était conséquent, Georges. Nous avons parlé notamment des questions de l'armée. Nous avons parlé, disons, des questions comme celle, effectivement, des organes. C'est-à-dire, bon, je prends tout simplement, je vais dire par transposition. Quand voilà, une idée qui est beaucoup plus éclairante, Georges. La France se caractérisait par des doublons. C'est-à-dire que, plusieurs régions, alors que, effectivement, on pouvait, sur certains grands services publics, établir, par exemple, un service public régional. Pendant longtemps, ça a été en débat. C'est peut-être, disons, l'un des points positifs, disons, de Hollande, qui a réduit, effectivement, le nombre de régions de 22 à 13. Donc, pour dire, un instant, ça permet de faire des économies. Donc, on pourrait se dire qu'il y a notamment sur la question de l'armée, sur la question, par exemple, disons, des transports, etc., on pouvait dire qu'on peut installer des grands services publics régionaux, ou alors, par exemple, disons, en matière d'armée, puisque nous en avons parlé dernièrement, on pouvait dire, par exemple, pour effectivement établir la confiance entre les États, par exemple, d'une sous-région, qu'il peut y avoir, par exemple, une armée sous-régionale. Mais la condition, c'est que nous soyons démocratiques. Si effectivement on n'a pas d'armée sous-régionale, ni même d'armée régionale, mais c'est tout simplement parce que l'armée est au service, disons, d'un dirigeant. Si c'était pour des raisons de sécurité, genre, nous prenons l'Afrique centrale, on établit une armée sous-régionale qui demain devrait constituer effectivement, disons, une armée régionale, mais du coup, on fait des économies très importantes. Nous avons parlé la dernière fois du montant énorme qu'effectivement paye le Congo, disons, pour l'armement. Donc, nous savons que c'est d'abord et avant tout pour la sécurité personnelle et pour la conservation du pouvoir. Donc, c'est pas l'argent qui manque. Donc, de ce point de vue, effectivement, on ne peut que constater que là, nous vivons effectivement les effets pervers de la dictature, que, effectivement, c'est parce que, je vais dire, disons, l'argent est, je vais dire, disons, mal géré que l'Union africaine est obligée de dépendre effectivement de l'Union européenne. Et bien entendu, on sait qu'à ce moment-là, effectivement, effectivement, les pays européens peuvent dicter la règle. Voilà, ils peuvent dicter la règle effectivement sur la gestion de l'Afrique. Donc voilà, je veux dire, c'est clairement dit voilà. Très bien. Donc, dans ce que tu viens de dire, Félix, je retiens et on aimerait que les Congolais le retiennent également dans le rapport, n'est-ce pas, à l'armée et à tout le budget qui rentre dans ces instruments de répression dont l'État seul a le monopole. Je parlais aussi de la police, la gendarmerie, l'armée et tout cela au Congo. Toutes ces dépenses, c'est tout simplement au bénéfice d'un seul individu, qui est M. Denis Sassou Nguesso et son équipe et les membres de sa dictature. Et que tout cela n'est pas fait, des sommes exorbitantes qui sont dépensées, des milliards et des milliards, ça n'est pas pour protéger les Congolais. J'ose admettre que si, par exemple, ce n'était pas dans l'intention d'utiliser l'armée pour leur propre pouvoir,
les dirigeants africains n'ont pas besoin d'une armée personnelle. Une armée sous-régionale serait beaucoup plus efficace. Elle serait plus efficace et en même temps, de très loin, plus économique. Et, voyez donc, cet argent, par exemple, pouvait être orienté, donc, effectivement, vers l'Union africaine pour assurer l'indépendance, je dis bien l'indépendance de l'Union africaine, mais enfin. Mais Georges, on ne peut pas dire que l'Union africaine, disons, est en compétition dans le monde et en même temps dépendre, je veux dire, d'institutions, bon, même si nous ne sommes pas dans le super-étatisme, mais dans l'inter-étatisme, c'est-à-dire la souveraineté des États, mais que l'institution panafricaine majeure dépend effectivement, disons, d'un autre continent au plan financier. Hein? Puis à toi-même sur ce côté-là, vraiment, on marche sur la tête de se rendre compte que l'institution panafricaine principale dépend, disons, d'un autre continent pour son fonctionnement. Très bien. Voilà, très bien. Alors, Félix, si tu me le permets, on va aborder le dernier point. Oui, le dernier point. Alors, assez rapidement, il y a une date. C'est le 24 octobre 1997. Voilà. Sassou a gagné sa guerre, qu'il a ouvert le 5. Et puis, ben voilà, Lissouba a fui. D'accord, mais il y a une victime du 24 octobre 97. Est-ce que tu peux nous en parler? C'est très important cette date, Georges. Moi, j'ai souvent dit ceci. Prenons l'hypothèse où Sassou Nguesso n'avait pas triomphé de cette guerre qu'il avait créée le 5 juin. Prenons cette hypothèse-là, Georges. Parce que les gens ne se rappellent même pas, disons, le contexte de juin 97. Le président Lissouba ne veut pas organiser les élections et c'est pour cela qu'il est allé, effectivement, disons, attaquer celui qu'on présentait comme son principal opposant. Tous les Congolais savaient que le principal opposant de Lissouba, c'est Kolela. Mais je ne sais pas où est-ce que vous étiez. Moi, j'étais en France à ce moment-là. Le 5 juin 1997, c'est Patrick qui présente l'information à TF1. Et on exhibe l'ouvrage de Sassou, le Mongui, la souris, je ne sais pas quoi. Là. Pour dire PPDA, c'était PPDA, je me rappelle. PPDA, je me rappelle très bien. Voilà, le soir, je suis devant la télé en train de suivre le journal et puis, il annonce cette information. Rappelons quand même que TF1, c'est Bouygues, donc ce n'est pas un hasard. Bon, donc, on présente cette information et on dit maintenant, il est allé à son principal, disons, opposant, parce que effectivement, il n'est pas sûr de gagner cette élection. Donc, je dis, prenons l'hypothèse où effectivement, disons, pas le hasard des choses, parce que moi, j'ai toujours dit, contrairement à toutes les controverses que j'entends, mais Lissouba, d'abord, quand tu es au pouvoir, tu ne gagnes pas une guerre, disons, tu ne peux pas gagner une guerre. Tu es président, tu ne gagnes pas une guerre, disons. Donc, voilà. Donc, je dis, c'était impossible puisque derrière, c'était pas Sassou, il y avait effectivement des intérêts étrangers. Mais sans te couper, Félix, s'il te plaît, il faut ajouter cette information que quelques jours auparavant, je crois que c'était le 4, il y a un fret bizarre, ça c'est le Canard enchaîné, qui titre, il y a un fret bizarre qui est parti du Bourget, donc avant la guerre, un fret bizarre parti du Bourget qui a atterri à Franceville et de Franceville, on a transféré un contenu, des tonnes et des tonnes, c'était des instruments, des objets de campagne, avait-on dit, mais des objets, des t-shirts et des stylos qui pèsent, c'est pas 25 tonnes, et on a démontré que c'était des armes que M. Denis Sassou Nguesso avait achetées en France, avait fait acheminer à Oyo, et on trouve quand même le temps de dire que non, ben voilà, Lissouba est allé créer une guerre. Voilà. Je voulais que tu intègres dans ton analyse cela aussi. Non, mais c'est important. En fait, je vais de l'idée qu'aujourd'hui, je pense que, sauf les gens de mauvaise foi, d'abord, il y a eu énormément d'écrits. J'ai parlé de l'ouvrage Noir Silence. Moi-même, j'avais, disons, septembre, plus juste avant d'ailleurs, disons, octobre 97, j'avais publié un document qui était intitulé Congo-Brazzaville, la démocratie trahie. Qui devait faire, je pense, disons, 50-70 pages comme ça. Bon, donc, voilà, il y a énormément d'écrits. Et puis, il y a l'ouvrage d'un compatriote, la Cour de la démocratie congolaise brûlée au pétrole. Il y a eu énormément d'écrits. Isaac Koula. Donc, voilà. Bon, donc, il y a eu énormément d'écrits sur ça que,
faut être de mauvaise foi pour dire que, eh ben non, c'était effectivement, disons, une agression pour empêcher M. Sassou Nguesso d'arriver au pouvoir. Mais je dis, pour revenir à notre question, M. Lissouba vient d'être renversé et M. Sassou Nguesso le justifie par l'agression dont il aurait été l'objet. M. Lissouba n'est plus au pouvoir. Et le 24 octobre, M. Sassou Nguesso abroge la Constitution. Je rappelle toujours qu'il n'a rien à voir avec M. Lissouba. La Constitution congolaise alors en vigueur est du 15 mars 1992. Lissouba est élu plus tard, en août 92. Et je rappelle toujours, la particularité de cette Constitution, c'est que c'est la seule de notre histoire politique qui ne dépend pas d'un président de la République. Et donc, le 24 octobre 1987, M. Lissouba est parti du pays, M. Sassou Nguesso abroge la Constitution du 15 mars 1992. Le mode opérationnel est le même. Est le même que celui de 1977. Marien Ngouabi est tué le 18 mars 1997, le 18 mars 1977, pardon. 77, ouais. 18 mars 1977. Le 5 avril, vous voyez donc, 5 avril 1977, acte fondamental de Sassou Nguesso. Le 24 octobre 1997, acte fondamental de Sassou Nguesso. La même méthode. M. Sassou Nguesso, en 1977, se dit que non, il assure la continuité du régime de Marien Ngouabi. Mais il tord le cou à la Constitution du 24 juin 1973 qui existait. En 1997, il y a la Constitution du 15 mars 1992 qui n'a rien à voir avec Lissouba, dont il dit qu'il l'a agressé et que, ben voilà, il fallait effectivement de faire. Mais voilà, une fois de plus encore, il abroge la Constitution et remplace par l'acte fondamental du 24 octobre 1997. Même mode opérationnel. Mais ce qui est beaucoup plus important, c'est que, du moins pour ceux qui ne trichent pas, ceux qui, je vais dire, sont sérieux, la preuve est donnée que ça a été bel et bien un coup d'État bien ourdi, au-delà de tous les éléments que de la préparation, tout ce qui a été dit, tu viens toi-même de citer effectivement, toutes les révélations que le canard enchaîné a eu à faire, mais il y a eu autre chose. Nous étions en train de parler du déni systématique de M. Sassou Nguesso. Quand effectivement il y a l'événement, disons, du 5 juin 1997, le gouvernement, la veille, a dénoncé un coup d'État. Et M. Sassou Nguesso, égal à lui-même, dit ceci: on m'accuse d'avoir voulu faire un coup d'État. C'est absurde. Le but n'est pas, disons, de faire un coup d'État et de prendre le pouvoir. Georges, c'est écrit comme tel dans le journal Libération. Le but n'est pas de prendre le pouvoir. C'est absurde de m'accuser d'avoir fait des coups d'État. Nous sommes à quelle date là, Georges? Nous sommes donc déjà donc, le 5 juin et donc je vais dire, disons, l'opinion publique internationale, je vais dire les journaux français dans l'interview, et le 17 juin, ils disent là, le but n'est pas la prise du pouvoir. Et 3 jours après, quand l'interview dit, nous avons pris la capitale, il nous reste d'autres parties, dans 2-3 jours, nous aurons pris toute la capitale. Et nous le savons, le 24 octobre 1987, il aborde la Constitution et le 25 octobre, il prête serment. Il prête serment. Donc, sur le déni, nous voyons que le plus souvent chez lui, quand on dit déni, ça veut dire le contraire. Les Congolais doivent l'apprendre. Chez lui, le déni, ça veut dire en fait l'aveu. Il faudra désormais le retenir. Le déni sur la mort de Marien Ngouabi, le déni sur les événements, disons, de 97, le déni sur les Pandora Papers, le déni sur le pillage de l'argent, donc devant RFI et puis France 24, le 7 mai 2020. Vous voyez donc là, systématiquement, vous voyez que c'est la même méthode, le déni systématique. Donc chez lui, le déni, aujourd'hui, il faut bien le comprendre, ça n'a aucun sens pour ne pas dire qu'il faut systématiquement inverser la lecture pour bien comprendre effectivement la réalité. Donc je rappelle au Congolais que le 24 octobre 1997, ça a été la confirmation du coup d'État. Ça a été la confirmation du fait que le déni de M. Sassou Nguesso ne veut rien dire, puisque quelque temps auparavant, il faisait le déni pour dire ce n'est pas de prendre le pouvoir. Et puis, bien, le 24 octobre 1997, effectivement, au grand jour,
il sabre effectivement, disons, la conscience et puis remplace par un acte fondamental égal à lui-même. Mais Félix, je t'entends là, je t'écoute, là, tu parles de Denis avec une telle pertinence, mais c'était bien prémonitoire, hein, la naissance de Sassou Nguesso, de Sassou, là. Hein, le prénom de Denis, là, c'était prémonitoire, là. Hein, il se prénomme Denis Sassou Nguesso, et puis, ben voilà, il s'illustre dans le déni de tout. Denis n'avait pas pensé, mais voilà, effectivement, ça se recoupe bien. Et Denis qui systématise le déni. Voilà. Voilà. Tout à fait. OK. Ben, écoute, mon cher ami, ben, merci beaucoup de toutes ces explications. J'espère que nos chers compatriotes du Congo-Brazzaville et aussi au-delà auront fait sens de ce que tu viens d'expliquer clairement ici. Et une fois de plus, cette émission a été conçue pour penser, n'est-ce pas, un nouveau Congo. Et pour qu'un nouveau Congo advienne, il faudra que les Congolais fassent d'abord sens de leur histoire. Et leur histoire, ce sont les acteurs qui ont été au centre de cette histoire depuis les 50 et 60 dernières années. Et parmi ces acteurs, il y en a qui sont encore très, très forts au centre du pouvoir aujourd'hui et qui utilisent les mêmes méthodes, tu l'as bien décrit ici, notamment dans les actes fondamentaux et tout cela. Et que pour changer la donne, eh bien, écoutez, les Congolais doivent se prendre en charge. Ben, merci Félix, c'est très gentil de ta part, nous savons compter sur toi et c'est sûr que pour les prochaines fois, nous compterons encore sur toi chaque fois que l'occasion se présentera. Merci nos chers internautes de nous suivre et de nous encourager à continuer, n'est-ce pas, avec cette émission. Merci et à la prochaine fois. La prochaine fois. Merci.